Eh ben, ok, ça fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être là aujourd'hui pour vous présenter une problématique qui touche, je pense, chaque industriel. Alors là, on est au salon pour l'agro-industrie, mais ça touche vraiment tout le monde. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est présenter la problématique ATEX, donc à travers un cas concret qui va arriver à la fin. Avant, il y a quelques prérequis à avoir. Alors j'ai fait au plus court. Il n'y a que 42 diapos, mais ça va aller. Je vais essayer d'aller vite et aller au cas concret pour bien expliquer. Donc, qui suis-je ? Moi, c'est Camille Durand. Donc, je travaille en tant qu'ingénieur en sécurité des procédés, en évaluation et maîtrise des risques d'incendie et d'explosion dans les procédés, au sein de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, plus connu sous le nom de l'INERIS. Alors, je vais présenter rapidement qu'est-ce que l'INERIS, pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, c'est un établissement public à caractère industriel et commercial. Donc, on est sous tutelle du ministère chargé de l'environnement. On a une assez longue histoire. En fait, on a commencé par les coups de grisou dans les mines, avant que ça devienne INERIS. Puis ensuite, voilà, il y a eu un certain nombre de changements. Et puis, ça a été créé en 90, voilà, à partir du Cherchar, donc le charbonnage de France, et de l'IRCHA. Très rapidement, ce qui fait notre force, c'est qu'on a des installations expérimentales à grande échelle. On a une expérience d'assez longue date du coup dans le monde industriel. On a plus de 1000 clients par an. On a des équipes pluridisciplinaires, donc ingénieurs chimistes, écotoxicologues, économistes aussi. 550 personnes travaillent à l'INERIS et on est sur le site principal qui est situé à Verneuil-en-Alade, qui fait 40 hectares. Et en fait, sur ces 40 hectares, il y a 15 hectares qui sont dédiés aux plateformes d'essai et on a plus de 30 000 m² de laboratoire et halles d'essai, ce qui nous permet en fait de nous tenir un peu informés et d'expérimenter. Sinon, voilà, on a 4 implantations régionales et puis on fait un petit chiffre d'affaires de temps en temps. Donc voilà, ça c'est un peu nos activités. Donc je ne vais pas m'étendre sur l'ensemble. Ce qui est important à comprendre pour l'industriel, c'est qu'on est aussi une base documentaire. Il y a beaucoup de documents qui sont publics, notamment surtout sur le domaine de la sécurité. Donc voilà, je vous invite à faire un petit tour sur le site et puis regarder un petit peu tout ça. Là, moi, je vais plutôt parler donc, autour des risques accidentels, parce que c'est bien de ça qu'on va parler aujourd'hui. Explosion, incendie, c'est des risques accidentels. On n'est pas dans les risques chroniques, pas dans les risques du sous-sol. Voilà, on fait aussi de la formation, de la recherche. On certifie aussi, donc ça c'est important. Pour le matériel ATEX, on peut certifier du matériel ATEX. Et bien sûr, des prestations dans l'entreprise. Donc voilà, là c'est un peu l'ensemble de ce qu'on est capable de faire. Donc voilà, ça va de la sécurité des carrières et des cavités, des sécurités des stockages liés à l'énergie. On travaille aussi bien sûr sur des questions plus actuelles, comme l'économie circulaire. Enfin, tout est actuel, mais phénomène d'explosion et d'incendie. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui. Donc globalement, on peut se concentrer sur l'installation et procédés. Donc ça, c'est ce qu'on offre comme prestation commerciale. Substances et produits, incendie et explosion, environnement santé, sol et sous-sol, et aussi de la certification. Donc il faut bien comprendre que l'INERIS c'est fondé sur un trépied. Notre première raison d'exister, c'est d'abord un appui au ministère. Donc voilà, travailler sur les questions actuelles en termes de sécurité. C'est notre principale activité. On fait aussi de l'activité aux services et aux entreprises. Donc des études de sécurité, etc. Et on fait de la recherche appliquée. Et l'ensemble du trépied en fait s'auto-alimente. C'est en faisant des prestations qu'on arrive à trouver le bon appui pour le ministère, et c'est avec la recherche qu'on développe aussi de nouveaux moyens. Donc maintenant je vais présenter mon unité, donc c'est évaluation et maîtrise des risques d'incendie et d'explosion dans les procédés. Donc on a 2 missions principales. En fait, on est répartis en un laboratoire en fait, qui va venir caractériser les substances, parce que le fondement de l'ATEX c'est quand même de savoir est-ce que votre substance elle est oui ou non sujette à être inflammable ou alors à générer des explosions. Donc pour ça, on a un laboratoire avec pas mal de techniciens qui travaillent. Et on est aussi donc la partie plutôt expertise, voilà, où on fait de l'évaluation et de la maîtrise des risques et d'explosion physique et d'ATEX dans les procédés. On travaille aussi bien sûr sur les technologies innovantes et on fait aussi de l'expertise après accident. Enfin, il y a diverses choses qu'on fait. Donc on caractérise, on évalue, on analyse les risques d'incendie. On émet des recommandations, et c'est là que l'expertise de l'INERIS est appréciée. On donne toujours des choses dimensionnées pour chaque usine.
Et on accompagne donc diverses filières concernées par les problématiques, et y compris dans ce qu'on appelle les filières plus émergentes, type méthanisation, nanopoudre, hydrogène. On recherche les origines des mécanismes accidentels qui sont appliqués dans les accidents. Et on conçoit aussi également des formations et des animations dans ce domaine. Donc, ce qui est très important pour avoir une bonne évaluation des risques ATEX, c'est une connaissance des substances à l'origine des risques ATEX. Donc, on sépare en deux parties. Il y a les gaz liquides et les pulvérulents. Et on travaille sur l'inflammabilité et l'explosivité. Ça demande aussi une bonne connaissance des procédés. Donc, pour ça, en fait, à chaque fois, on analyse les sources de dégagement. D'où est-ce que ça vient? Où est-ce qu'en finalement cette atmosphère explosive va se former? Et les sources de dégagement aussi en cas de dysfonctionnement. Et après, on peut justement dimensionner ces fameuses ATEX qui ont des volumes et classer ensuite en zones. Donc ça demande une bonne connaissance des moyens de maîtrise. Donc voilà, on peut maîtriser le risque avec de la ventilation, de la détection, aussi des procédures, on travaille beaucoup sur ça. Et on travaille aussi dans le paramétrage des procédés, on est dans le conseil de ces choses-là. Donc, pour vous présenter le risque ATEX, il est important de vous présenter la phénoménologie et le retour d'expérience qui serait en lien avec l'agro-industrie. Donc là, on revient au basique, c'est-à-dire le triangle du feu, à savoir un combustible, une source d'inflammation et un comburant. Donc là, moi je vais surtout parler des poudres, parce que ça va nous intéresser aujourd'hui. Dans l'agro-industrie, il y a beaucoup de poudres, donc on va plutôt travailler là-dessus. Donc par exemple, au pif, un combustible, du sucre, voilà, un comburant, donc l'oxygène de l'air, et une source d'inflammation. Ça, c'est le triangle du feu. Maintenant, pour avoir une explosion, il faut que ce combustible soit mis en suspension, et il faut qu'il soit dans la bonne concentration dans le domaine d'explosivité. C'est-à-dire, s'il n'y en a pas assez, il ne se passe rien, s'il y en a trop, il ne se passe plus rien, et au milieu, on a une explosion. Mais si on veut arrêter une explosion, il faut vraiment travailler soit sur le combustible, soit sur la source d'inflammation, soit sur le comburant. Et bien sûr, il y a le facteur aggravant qui est le confinement. C'est pour ça que je ne l'ai pas encadré. Celui-là, c'est si jamais vous avez une explosion, si c'est confiné, l'explosion va être bien pire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une explosion? En fait, pour qu'une explosion s'amorce, il y a besoin qu'il y ait une source initiale d'énergie. Et que cette énergie se propage à l'ensemble du système. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une déflagration. Cette déflagration va se propager à l'ensemble du combustible non encore brûlé. Et en fait, tant qu'il y a du combustible et tant que ça communique, ça continue à exploser. Et donc on a des sortes de réactions en chaîne. On a une explosion primaire qui vient faire des explosions secondaires ensuite. Donc voilà, la différence entre une déflagration et une détonation, c'est une question de vitesse du son. À quelle vitesse va se propager l'explosion, en subsonique ou au-delà. Alors, pour travailler sur cette présentation, on m'a envoyé un peu les domaines qui sont représentés dans le salon. Alors c'est 2019. Mais je pense que ça reste plus ou moins d'actualité. Donc bien sûr, quand on pense aux accidents qu'il y a pu y avoir dans l'agro-industrie, on pense aux silos. D'ailleurs, il y a des guides silos qui ont été faits suite à ça. Donc stockage de blé, stockage de sucre, par exemple. On peut aussi penser aux boissons, pourquoi pas. Le cognac, par exemple, les fûts, en fait, ça dégage de l'éthanol. L'éthanol, c'est une vapeur inflammable. Donc potentiellement, il peut y avoir des ATEX. Les fruits et légumes, j'ai quelques réserves. Les viandes aussi. Cependant, qu'est-ce qu'il va y avoir de commun à tout ça? Ça va être par exemple les chariots élévateurs utilisés. La plupart des chariots élévateurs fonctionnent avec des batteries au plomb. Et ces batteries au plomb, en fait, en charge, dégagent du dihydrogène. Et donc sont encadrées par la réglementation ATEX. Ça peut aussi exploser. Donc finalement, tout le monde est concerné par l'ATEX, de près ou de loin. Mais voilà. Et on accompagne aussi, bien sûr, pas mal de clients dans l'agro-industrie. Donc un rapide retour d'expérience. Donc là, c'est quelque chose qui a été fait par la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc sur les 10 dernières années, donc en France, on compte 150 accidents qui ont engendré un arrêt de travail lié aux explosions et 4 décès. On remarque que c'est assez constant. J'ai mis en rouge la latex poussière parce que c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. J'ai vraiment travaillé dessus. On va laisser un peu de côté les gaz et les vapeurs. Donc voilà le nombre d'accidents qui a pu y avoir. Alors là, j'avais relevé en fait ce qui touche directement à l'agro-industrie et pourquoi l'agro-industrie est concernée. Alors au pif, vous pouvez parcourir cette base de données qui s'appelle le BARPI, de la base ARIA.
avec pas mal de retours d'expérience sur des accidents qui ont eu lieu. Donc, par exemple, là, voilà, en 2015, à Gennevilliers, on a observé une explosion dans un silo de son. Alors, je ne garantis pas que l'image se soit en lien avec ça, mais on a à côté une explosion de silo, ce que ça peut donner. Je ne sais pas si on voit très bien, mais ça, voilà, c'est assez impressionnant. Alors, le cadre réglementaire et normatif, il faut absolument que je le fasse parce que pour comprendre d'où vient le latex, promis, je vais essayer d'aller assez vite, mais c'est pour comprendre d'où est-ce que ça vient. Donc, on part de la réglementation européenne. Il y a 2 directives qui encadrent le latex, d'accord ? Il y a la directive 99-92-CE. Celle-là, elle est relative vraiment à la sécurité des travailleurs, c'est-à-dire elle va concerner les exploitants des installations, avec des installations qui présentent des risques latex. Et de ça découle directement le fameux classement de zone. Ensuite, de l'autre côté, il y a une autre directive qui est, elle, plus axée sur les appareils et systèmes de protection. Donc, une fois qu'on a déterminé qu'il y avait une atmosphère explosive quelque part, il faut que votre appareil soit en adéquation avec cette zone. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas source d'inflammation et qu'il n'y ait pas, finalement, d'explosion. Et donc, pour ça, il y a une autre directive qui encadre ça et qui est destinée plutôt aux constructeurs de matériel ou aux assemblages qui peuvent fonctionner en zone latex. Le principal message de cette directive, ça va être de ne pas sous-estimer le risque, parce que là, on va aussi sur des problématiques, mais ne pas le surestimer non plus. Parce qu'à force de trop vouloir contrôler, en fait, on arrive à une banalisation du risque. Et voilà, quand il y a plein d'alarmes qui sonnent partout, on ne sait plus trop. La réglementation européenne, c'est elle qui sort ce fameux tableau, avec peut-être que vous êtes déjà familier avec ça. Donc les zones 0,20, 1,21, 2,22. Le petit nombre devant, ça veut juste dire est-ce qu'on est dans de la poussière ou est-ce qu'on est dans du gaz. Nous, on va se concentrer vraiment sur la poussière, donc à savoir les zones 20, 21, 22. Et donc là, il faut bien comprendre que c'est une notion de probabilité. Est-ce que oui ou non, il est probable que j'ai une ATEX? On n'est pas du tout dans l'inflammation, on n'en est pas là du tout, on est juste, est-ce qu'il est probable que j'en ai une? Donc zone 20, c'est oui, tout le temps, c'est fréquent, et c'est en fonctionnement normal, et sur de longues périodes, donc c'est quasiment tout le temps, donc c'est même tout le temps pour dire. Par exemple, je ne sais pas, quand vous faites de l'extraction de poussière avec un ventilateur, et la partie air empoussiérée, ça c'est de la zone 20. C'est-à-dire que vous avez tout le temps du combustible en suspension, donc en permanence une ATEX. La zone 21, c'est occasionnellement en fonctionnement normal. Par exemple, votre opérateur qui va charger un sac de pulvérulent dans une trémie, on est en plein dans la zone 21. Il ne le fait pas tout le temps, mais quand il le fait, il génère une ATEX. Et la zone 22, et c'est celle-là surtout que je vais détailler après dans l'accidentologie après, c'est en fait, c'est non susceptible de se présenter en fonctionnement normal, mais ça peut arriver en fonctionnement anormal, donc en cas d'accident. Et dans ces cas-là, il y a plein de choses à prendre en compte, et ça paraît comme ça anodin, parce qu'on ne le voit pas forcément. Une couche de poussière, par exemple, c'est déjà une zone 22. Donc on ne le voit pas forcément, mais c'est très dévastateur. Donc tout ça, bien sûr, c'est tiré de l'annexe 1 de la directive ATEX. Voilà. Alors, maintenant, on passe en micro. Donc tout ça, ça a été adapté à la réglementation française. Donc ce texte, il dit juste que, qu'il y a un décret qui a transposé la directive européenne dans le code du travail, en droit français. C'est juste ça. Et ça a sorti un certain nombre d'articles. Donc ces articles, je les ai mis, il y en a d'autres. Voilà. C'est les principaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est l'employeur qui est responsable de son classement de zone, c'est l'employeur qui est responsable de la sécurité de ses travailleurs, et c'est l'employeur qui doit classer en zone. Et même, on va même plus loin, il y a aussi un petit document à mettre à jour, le document relatif à la protection contre les explosions, qui fait partie intégrante du document unique. Et dès lors où vous avez sur votre site un risque ATEX, il faut que ce document soit renseigné et soit dans le document unique. Et tout ça, c'est la responsabilité de l'employeur. C'est lui qui fait les zones, etc. Alors bien sûr, heureusement, et c'est pour ça qu'on est là, on accompagne ce genre de choses. Voilà. L'aspect normatif, alors très rapidement, il y a 2 normes principales. Il y a du classement en zone ATEX poussière. Donc, vous voyez, c'est une petite norme. Donc il n'y a pas grand-chose dedans. 50 pages, ça va très vite. Mais qui donne quand même une certaine méthodologie pour l'analyse des risques poussières. Et en plus fourni, il y a celle pour les gaz et vapeurs, qui est plus grande, 236 pages. Et là-dedans, on va un peu plus dedans. Mais globalement, voilà, la méthodologie, c'est toujours la même. Il faut d'abord connaître si votre poudre elle est combustible ou non. Ensuite, il faut identifier où est-ce que ça peut se mettre en suspension, donc où est-ce qu'il peut y avoir une ATEX. Ensuite, il faut identifier les confinements de poussière. Alors, à rappel, une explosion peut avoir lieu sans confinement, ce n'est pas la question, c'est juste que ça va aggraver si jamais il y en a une, et on va comprendre après pourquoi.
Le régime d'exploitation et de maintenance de l'installation, donc comment c'est géré, je sais pas, quel type de maintenance on a, préventive, curative, comment voilà, c'est renseigné, etc. Et on définit la probabilité que la poussière se dégage et leur durée de présence, et avec ça, on classe en zone. Alors je vous invite à regarder d'autres normes AFNOR, parce qu'il y a des normes qui ont été faites spécialement pour les types d'industrie, avec des classements proposés. Alors c'est du forfaitaire, hein, ça veut dire qu'on va vous dire tel type d'équipement c'est telle zone, mais pourquoi pas, en première approximation ça peut être intéressant. Donc voilà, d'autres normes, encore d'autres normes. Et là on va rentrer donc dans le fond du sujet, donc l'évaluation des risques ATEX, qui suit toujours la même ligne. Hein. D'abord on évalue, donc on voit la substance, on la caractérise selon un certain nombre de paramètres, ça se fait en laboratoire. Alors il y a des bases de données aussi qui existent, Caratex par exemple, c'est une très bonne base de données qui est disponible gratuitement, mais moi je vous recommande, surtout s'il y a des petits mélanges, des additifs, voilà. On ne peut jamais partir du principe que on va avoir la poudre principalement, parfois de l'additif, pour avoir des bonnes surprises, notamment sur l'inflammation. Enfin, on voit beaucoup de choses au labo. Donc voilà, faites évaluer et caractérisez vos substances en premier lieu, avant même de partir dans l'évaluation ATEX. Ensuite, là, on peut travailler, on fait une évaluation du risque de formation d'ATEX, et j'insiste bien sur formation, donc on est toujours dans la probabilité que ça survienne. Ensuite, on prévient les sources d'inflammation, c'est-à-dire, ok, mon ATEX se forme, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'évite quand même qu'il y ait une source d'inflammation pour pas que ça explose au final? Et si vraiment je ne peux pas limiter tout ça, j'arrive pas à prévenir que ça se forme, j'arrive pas à prévenir que ça s'inflamme, et ben au moins que s'il y a une explosion, elle soit maîtrisée et qu'on la conduise en lieu sûr. Un exemple tout bête, hein, c'est sur vos silos, eh bien, il y a des évents d'explosion, bah, ils sont là pour ça. Ça peut exploser un silo. Le ciel d'un silo, c'est une zone 20, donc voilà. Ça peut exploser, mais au moins, si l'explosion se passe, ce sera là où il n'y a personne, aux petits oiseaux, quoi. Voilà, c'est pas plus mal. Donc, très rapidement, hein, je vous donne quelques exemples. Alors, j'ai sélectionné ce qui nous intéresse ici, l'amidon, les céréales, le lait en poudre, le sucre, hein, tout ça, c'est de l'agro. Alors, TMI, ça veut dire température minimale d'inflammation en nuage. Donc, je vous passe les détails, hein, il y a une norme derrière tout ça, mais en gros, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai un nuage, bah, quelle serait la température minimale sur une surface chaude, par exemple, pour que ce nuage s'inflamme. TMI couche, c'est la même chose, mais version couche. Vous avez une couche de 5 mm sur une surface plane, et bah, est-ce que cette source, avec une certaine température, va s'inflammer? Après, ce qui est plus intéressant, ça serait par exemple de dimensionner vos évents d'explosion après. C'est le KST, alors c'est pour classer hein, votre poussière selon les fameuses classes d'explosivité, ST1, ST2, ST3, et le Pmax, qui est la pression maximale. Ça veut dire s'il devait arriver une explosion, dans les meilleures conditions possibles, pour une explosion bien sûr, quelle surpression on observerait. Donc on voit que ça peut être assez élevé. Toutes ces données, hein, vous pouvez vous amuser hein, dans la base Caratex, hein, vous tapez blé, sucre, et puis voilà, vous avez plein de choses. Si vous avez des questions sur certaines valeurs, vous pouvez cliquer dessus et ça vous amène des résultats. Alors, le MI, c'est intéressant, ça veut dire énergie minimale d'inflammation. Et en gros, c'est quelle énergie en millijoules serait suffisant à inflammer votre combustible. Donc on voit par exemple que pour l'amidon de blé, bah, c'est 25 millijoules. Pour le sucre, c'est 30 millijoules, la vitamine C, 60. Voilà. Alors après, il y a différentes classes. Hein. Quand c'est de l'ordre du millijoule, on dit que c'est extrêmement sensible. Au phénomène électrostatique, c'est un peu ça qui est derrière tout ça, en fait, c'est millijoules. On va chercher en fait le phénomène électrostatique et on vient caractériser ça. De l'ordre de la dizaine, c'est très sensible. De l'ordre de la centaine, c'est sensible. Et plus d'un joule, là, c'est très peu sensible. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire forcément grand-chose. Je vais arriver après à quelque chose qui va mieux expliquer. La CME, c'est très important. CME, ça veut dire concentration minimale d'explosion. En poussière, en fait, je vous ai parlé de domaine d'explosivité. En poussière, il y a un minimum, mais il n'y a pas de maximum. Parce qu'en fait, on trouvera toujours du comburant au milieu des grains, donc on aura toujours de quoi faire exploser. À part, bien sûr, si vraiment c'est compact et que ça ne se met pas en suspension, mais ça n'arrive pas forcément. Donc c'est des nuages de poussière, et en fait, on remarque hein, que c'est assez faible. Par exemple, pour l'amidon de blé, c'est 25 grammes par mètre cube. 25 grammes par mètre cube, c'est pas grand-chose, hein, une petite cuillère à soupe, on est déjà dedans. Et ça suffirait déjà à créer une ATEX. Alors juste voilà, pour rappel, hein, pas rappel ou non, mais pour expliquer un peu ce que c'est que cette fameuse énergie minimale d'inflammation. Donc on part sur les gaz. J'ai parlé de l'hydrogène au tout début, qui est généré par les batteries au plomb. En fait, c'est 17 microjoules. C'est-à-dire que si vous faites 17 microjoules, ça s'enflamme. Alors 17 microjoules, c'est rien, c'est je frotte ma peau, c'est bon. C'est parti.
Donc c'est tout petit. Donc là, il faut vraiment énormément se protéger contre le risque électrostatique. Nous, enfin, pour les poussières, on est plutôt de l'ordre du joule, dizaines, centaines. Là, déjà, la décharge électrostatique, elle est sentie. Par exemple, vous enlevez votre pull, à ce moment-là, on commence déjà à avoir une décharge perceptible. Et là, on rentre un peu dans le domaine des poudres. Là, je sais pas, quand les voitures, se prendre un petit coup de jus sur la voiture, c'est des choses qu'on sent, et ainsi de suite. Donc voilà, il faut être vigilant à ce genre de choses. Alors, les sources d'inflammation, il y en a 13 qui sont définies par une norme. Je vous laisserai aller voir, alors il y en a pas mal. Moi, j'ai mis en gras celles qui nous intéressaient le plus, surtout dans les industries. Donc on a les surfaces chaudes, flammes et gaz chauds. Hein. Donc c'est pour ça qu'on fait des permis-feu, c'est pour ça que on maintient un peu avec ces données-là. Les étincelles d'origine mécanique, l'électricité statique également, et les fameux appareils électriques. Donc, toute la directive ATEX est liée aux appareils électriques, on est en plein dedans. Vous avez une zone, il ne faudrait pas qu'un appareil électrique soit sujet à enflammer et à provoquer une explosion dans une zone. Et après, alors d'autres que je n'ai pas surlignés parce qu'on les voit moins souvent, mais ils sont quand même là. Hein. Protection foudre, voilà, par exemple. Voilà, avoir des bâtiments qui sont bien protégés contre la foudre, c'est très important aussi. Voilà, toutes sortes de choses. Alors j'avais juste oublié un petit détail. L'unité dans laquelle je travaille, on a également un laboratoire qui travaille sur l'électricité statique. Donc voilà, si vous avez des problématiques d'électricité statique, on peut vous accompagner également dessus. Hein. Mesures de champ, recommandations spécifiques à votre industrie, etc., etc., etc. On teste les big bags aussi, par exemple. On a des big bags qui sont électrostatiques, d'autres qui ne le sont pas. On ne sait pas trop ce qu'on se fait refourguer parfois. Donc c'est bien de les tester, d'avoir un petit avis d'expert et surtout des choses testées en laboratoire. Donc les appareils, j'irai assez vite dessus. Juste ce qu'il faut retenir, c'est que selon vos zones, 21, 22, 20, voilà, on a des catégories. Donc par exemple, la catégorie 1, elle va marcher en zone 20. C'est la catégorie la plus contraignante, entre guillemets. En zone 21, c'est la 2, mais la 1 fonctionne aussi puisqu'elle marche en zone 20. Et puis vous avez compris la logique. En 22, c'est la 3, mais la 2 et la 1 fonctionnent aussi. Donc d'où l'importance de bien faire évaluer ces zones parce que en fait, c'est assez simple. Si on fait du forfaitaire, moi je peux vous dire l'ensemble de votre usine c'est une zone 20. Comme ça, moi je prends aucun risque en tant qu'ingénieur sécurité. Mais derrière, il faut tout mettre en zone 20. Et là, c'est pas drôle, sauf que la zone 20, on n'a pas le droit de faire travailler de personnes dedans. Donc voilà, tout l'intérêt de faire évaluer un peu ces risques en amont. Et la zone 22, c'est la seule en fait, où on peut travailler dedans. Et bien sûr, la meilleure zone, c'est là où il n'y a pas de zone, donc le non classé. Et le but, c'est d'arriver à du non classé. Donc voilà, il y a aussi des normes qui encadrent tout ça, évidemment. Donc j'ai beaucoup parlé de la zone 22, et en fait, là, je vais commencer à introduire un peu l'étude de cas que je vais faire après. On peut se demander, visuellement, c'est quoi une zone 22 ? Parce que je vous ai dit, c'est quelque chose qui est accidentel, donc on ne le voit pas. C'est-à-dire, c'est pas forcément du paramètre de fonctionnement, c'est un peu, ça peut survenir un peu comme ça. Alors, j'ai visité quand même pas mal d'usines quand même si c'est pas très longtemps que je suis là, mais quand même. Je vais vous montrer 2 photos. Ça pourrait être n'importe quelle industrie, d'accord ? Peut-être que vous allez reconnaître votre usine dedans, j'en sais rien, mais c'est pas le but en tout cas. En tout cas, voilà. Donc là, on voit sur la première un petit dépôt. Donc ça, c'est de la farine. Donc ce qu'on observe là, ça suffit à classer en zone 22. Et à côté, c'est de la poudre de lait. Pareil, les traces de pas, en fait, ça suffit à classer ce local-là en zone 22. Donc c'est de l'empoussièrement qui est observé. De manière très empirique, on dit que 1 mm de poussière fine, c'est-à-dire des poussières dont la granulométrie serait inférieure à 500 micromètres. Au-delà, on ne considère pas forcément que c'est... donc ça ne pas du tout même que c'est explosif. Donc les tests de granulométrie sont importants aussi. Sur 1 mètre carré, voilà, on aurait la quantité suffisante pour déjà avoir une ATEX. Parce que voilà, sans autre caractérisation que ça, on part du principe qu'une concentration minimale d'explosion pour une poussière, c'est environ de l'ordre de la dizaine du gramme par mètre cube. Donc en gros, 30 grammes par mètre cube. Par exemple, les traces de pas visibles. Alors on peut avoir d'autres tests, ça peut être faire une croix de couleur au sol, et dès lors que cette croix serait recouverte par de la poudre, on est déjà en zone 22. Alors une zone 22, c'est gérable dans le sens où on peut travailler dedans. Par contre, il faut tout mettre ATEX zone 22, puisqu'il faut que votre matériel soit apte à ne pas créer d'explosion dedans. Voilà. Donc maintenant, je vais présenter un cas concret. Alors celle-là, je peux le faire parce que ça a été documenté, ça a été... peut-être que vous la connaissez d'ailleurs, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais l'accident est très très intéressant parce qu'on voit ce qu'une zone 22 peut créer, et je vous garantis que c'est assez impressionnant.
Donc 2008, moi bien sûr, je n'étais pas en exercice, hein, j'ai de près ou de loin l'âge du salon, donc voilà. Mais quand même, c'est très intéressant de voir un peu, c'est un cas d'école, l'Imperial Sugar Refinery. Donc le contexte, c'est aux États-Unis, en Géorgie. Donc l'accident s'est déclaré le 7 février 2008. Le bilan, il est assez conséquent quand même, hein, parce que nous, on a 4 décès en 10 ans, là c'est 14 décès d'un coup. 38 blessés, donc 14 blessés graves. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une explosion, ok, c'est sur le coup, mais après, quand tout vient à brûler et que, voilà, essayer d'échapper à une usine dans les flammes, surtout quand les procédures ne sont pas révisées, les procédures d'évacuation, ce qui a eu lieu pour ce cas-là, forcément, ça a fait du dégât. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a eu une propagation d'explosion dans les bâtiments. Donc, je vais expliquer plus après qu'est-ce que ça veut dire qu'une propagation d'explosion. Et ça a eu lieu principalement dans la zone de conditionnement. C'est-à-dire qu'il y a 3 silos de conditionnement et une ligne de conditionnement. Donc là, c'est pour du sucre, hein, mais on peut imaginer de la farine, on peut imaginer des additifs, on peut imaginer toutes sortes de choses. Et c'est principalement lié au transport de matière. Donc des systèmes de procédés qu'on connaît bien, l'élévateur à godet, l'élévateur à vis et les bandes de transporteuses, pour citer que ces 3-là. Donc voilà, il y a quelques images, ah oui. Alors bon, je les ai agrandies après pour avoir une meilleure idée. Donc ça, voilà, c'est ce qui reste de l'usine, c'est-à-dire pas grand-chose. Les 3 silos sont plus là. C'est un incendie complet. Alors j'ai une petite image aussi de ce qu'on peut prendre en photo les pompiers lors de l'intervention. Voilà, ça c'est en plein pendant. Donc je ne parle pas de l'explosion elle-même, on est déjà dans où ça brûle bien. Le cas d'un peu après. Voilà. Donc, en analyse assez succincte, ce qui s'est passé, c'est que cette usine avait une atmosphère très empoussiérée. Donc là, moi, je vous avais cité l'exemple de 1 mm sur 1 mètre carré. Là, voilà, il y avait des zones où on trouvait 10 cm de sucre. Donc, c'est quand même impressionnant. Mais, néanmoins, 1 mm sur 1 mètre carré, ça pourrait suffire. Des particules fines, bien sûr, évidemment. Alors là, même pour eux, on est encore plus loin que 500 microns parce que voilà, vous doutez bien, le sucre il est aussi réduit en poudre encore plus fine, voilà, pour des usages de consommation et surtout en accumulation dans l'air. C'est-à-dire qu'il y avait certaines zones où en fait les travailleurs en fait étaient vraiment dans une zone où c'était empoussiéré en permanence. C'est-à-dire qu'il y avait déjà cette atmosphère qui était toujours là, quoi. Donc ça veut dire en fait ils sont dans une zone 22 permanente. Voilà. C'est un peu bête de dire ça parce que c'est mais c'est ça en gros. Ça reste une zone de 22, mais ils sont en plein dedans. Et même là, on est même au-delà de ça. Et bien sûr, du dépôt de poussière partout, même là où les travailleurs ne sont pas, etc. Donc voilà, la zone 22 vraiment dans toute l'usine. Donc pourquoi il y avait ça ? Bien sûr, voilà, l'enquête a montré qu'il y a eu des mauvaises pratiques, par exemple un nettoyage insuffisant. L'utilisation de soufflettes à air comprimé, on s'en sert beaucoup dans l'industrie. Le petit souci avec ça, c'est qu'en fait, on crée une ATEX en permanence. On pense juste souffler un peu la poudre combustible, mais non, en fait, on est en train de créer une ATEX. Voilà. C'est-à-dire que vous étiez à la zone 22, vous avez votre surface avec du combustible, et avec une soufflette, on crée vraiment l'ATEX. Donc voilà, donc par exemple, voilà, je ne le recommanderai jamais assez, mais la seule vraie barrière contre les dépôts, c'est l'aspiration, c'est tout. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, du brouillage très fin, une aspiration sous-dimensionnée et non correctement maintenue. C'est-à-dire qu'à certains endroits, il y avait de l'aspiration, ça c'est sûr. Dans les Redler ou autres, il y avait ces choses-là. Mais c'était quelque chose qui n'était pas assez bien maintenu. Voilà, il y a un certain nombre de marches à suivre, il y a un dimensionnement qui se fait pour ce genre de choses. Et là, ce n'était pas vraiment suivi. Voilà, des éléments clés tels que l'élévateur à godet et les bandes transporteuses qui n'étaient pas connectés au système d'aspiration. Et un capotage partiel et surtout non relié à un système d'aspiration. C'est-à-dire qu'en capotant, alors c'est très bien, on limite beaucoup de choses, notamment au niveau de la qualité, on évite que le sucre soit contaminé, donc c'est très bien. Le problème, c'est qu'on aggrave le risque d'explosion, c'est-à-dire qu'on apporte du confinement, ce qui n'est pas souhaitable. Voilà, donc si vous mettez du capotage, il faut aussi aspirer pour être sûr que dedans, il n'y ait pas de latex. Voilà. Alors ce qui s'est passé, donc tout ça bien sûr, c'est tiré, c'est documenté, il y a une super vidéo qui dure 10 minutes sur le site du CSB. Je m'étais noté un petit anti-sèche, je suis pas à l'aise avec l'anglais. Donc ouais, c'est une agence fédérale indépendante aux États-Unis qui en fait référence beaucoup d'accidents et en fait des analyses assez détaillées. Donc les images 3D qui vont suivre, elles sont vraiment tirées de ce petit film. Donc la première image, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit d'où c'est parti. C'est-à-dire,
eh ben, une bande transporteuse, toute simple. Donc on voit voilà, que le sucre est transporté. Les deux petits cônes là, qui descendent, c'est juste l'endroit où on dépose. Donc bien sûr, ça fait des mottes, hein, ça s'accumule. On le verra après. L'image complètement à droite, c'est le fameux capotage que la société avait mise pour des raisons de qualité. Et l'image du milieu, c'est le début de la propagation, où en fait, donc, il y a l'explosion, je vais expliquer après, qui démarre dans le capotage, et qui en fait, comme il n'y a aucun système de découplage, et que tout est relié, et qu'il y a du combustible partout, et ben, l'explosion, comme je l'ai expliqué en tout début avec la phénoménologie, l'explosion se propage partout. Partout où il y a du combustible. Dès qu'il y a du combustible et que vous avez votre source initiale, le souffle remet en suspension, on refait des ATEX, il y a une source d'inflammation, et ça continue, ça continue, ça continue. Donc voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Le capotage, donc dû à des trucs de qualité. Alors c'est très bien la qualité, mais il faut que ce soit en concordance avec le système de sécurité aussi. Voilà, c'est juste ça. Donc sans aspiration à la source. Donc une motte de sucre qui bloque une goulotte de descente. Une accumulation de poussière jusqu'à la CME, donc qui est très faible, hein, quelques dizaines de grammes par mètre cube. Donc la formation d'une ATEX poussière. Le nuage entre en contact d'une source d'inflammation. Alors l'enquête a révélé que c'était probablement un palier en surchauffe. Mais en fait, à ce niveau-là, ça aurait pu être n'importe quoi. Ça aurait pu être, alors peut-être pas d'électricité statique, mais ouais, quelque chose qui bloque, qui surchauffe, un moteur qui serait trop chaud, voilà, des choses comme ça. Un capteur qui serait pas ATEX, par exemple, bah, ça suffirait à enflammer. Donc on a ce qu'on appelle au début une explosion primaire. Donc vraiment, la première explosion qui est dans cette bande-là, et ensuite la propagation qui remonte par l'élévateur à godet, et ensuite ce qu'on appelle une explosion secondaire, donc une série d'explosions à la chaîne, comme je l'ai expliqué juste avant. Voilà, donc ce qui s'est passé ensuite, bah, bien sûr, hein, c'est très impressionnant, parce qu'on se rappelle, hein, c'est de l'ordre de la dizaine de bars, ce qui est développé comme pression. Donc les planchers en béton cèdent, il y a une libération de tonnes de sucre. Et après, voilà, on a une alimentation d'un incendie par du combustible. Alors l'enquête a aussi révélé que l'exercice d'évacuation d'urgence n'était pas réalisé, donc on ne savait pas trop comment fuir cette usine. Et bien sûr, dans ces cas-là, inutile de préciser qu'il n'y a plus d'éclairage. C'est compliqué de fuir. Donc tout ça, on peut être résumé par la loi de Murphy. Hein. Si quelque chose doit mal tourner, c'est ce qui va se passer. Donc très bien, ça m'amène à ma conclusion. Donc ça va, c'est rapide, j'ai pas trop le temps sous mes yeux, mais voilà. Donc identifiez vos risques ATEX. Commencez par une bonne caractérisation de vos pulvérulents déjà. Ce sera un très 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 bon début. Ensuite, bien sûr, voilà, analysez bien votre procédé en fonctionnement normal, dans les cas de dysfonctionnement prévisible, et regardez bien les barrières de sécurité existantes. Suite à ça, il faut dimensionner les ATEX. Donc là-dessus, voilà, c'est des choses qui peuvent être faites. Donc il y a des guides, hein, comme je l'avais dit, mais on peut aussi se faire accompagner sur les choses. Tout l'enjeu, ça va être d'avoir des ATEX qui soient vraiment en adéquation avec votre réalité du terrain. Donc pas faire du forfaitaire, être plutôt dans l'analytique. On va essayer de voir précisément où elle se forme, le volume. Alors, je vois qu'avec la poussière, c'est un peu du forfaitaire, mais on y travaille en ce moment, à essayer de voir comment on peut avoir quelque chose de plus fin, etc. Suite à ça, on dimensionne les ATEX, donc on a le fameux classement de zone. Alors nous, ce qu'on fait à l'INERIS, c'est que toujours on a un classement de zone initial. Donc, par exemple, les photos que je vous ai montrées, initialement, on leur a dit ça c'est de la 22. Par contre, on vous donne un certain nombre de mesures assez simples, hein, de nettoyage, d'aspiration. Alors comment aspirer, avec quoi que faire? Le capotage, oui, mais comment le faire? L'aspiration, oui, mais à quelle vitesse dans les tuyaux, etc. Comment se protéger du risque électrostatique? Et suite à ces recommandations-là, on a un classement final qui dit si vous appliquez ce qu'on vous a dit, au hasard, d'une zone 22, on passe à du non classé. Voilà, donc plus besoin de mettre de matériel ATEX, plus besoin d'avoir des coûts supplémentaires. Il faut savoir aussi qu'un matériel ATEX, ce n'est pas votre équipe de maintenance qui va les maintenir dans le temps. Hein. Il faut que les gens soient certifiés pour maintenir du matériel ATEX dans le temps. Donc ça devient très vite coûteux, problématique. Donc voilà, il vaut mieux bien avoir conscience de ces zones. Voilà, donc on fait aussi de l'adéquation, hein, bien sûr. Très souvent, moi, je me déplace avec un expert dans l'adéquation du matériel latex qui regarde précisément le marquage, le fameux marquage, et qui regarde si c'est bien maintenu, est-ce que vraiment les mesures de protection sont toujours là, et ainsi de suite. Et quand tout ça est fait, il faut rédiger le fameux DRPCE, qui est alors certes quelque chose de réglementaire, mais qui est aussi avant tout un document de communication. Le but, c'est que tout le monde sache où sont les ATEX, qu'est-ce que l'entreprise a mis en place pour s'en prémunir, et qu'est-ce que vous faites contre ces ATEX-là. Donc voilà, nous, bien sûr, on accompagne à la rédaction, et on en fait une lecture critique à la fin.
Et bien sûr, ce qu'on adore faire aussi, c'est les études de sécurité de nouveaux projets, donc voilà, avec de l'analyse préliminaire des risques ou des ASOP. Voilà, on travaille sur pas mal de procédés émergents aussi. Alors ça, c'est voilà, quelques exemples de prestations. Après, il faut nous contacter pour voir tout ce qui est possible. Mais en gros, voilà, comme on a ces moyens d'essai, etc., beaucoup de choses sont faisables. On a aussi de la formation. Alors là, ça, il faut voir du côté de Ineris Formation, qui a son propre site avec un super catalogue très très bien détaillé. Pour se former au risque ATEX ou pour commencer en tout cas à comprendre un peu ce qui se cache derrière ça. Il y a la formation RA40 qui est très bien, qui est animée par monsieur Evano, moi je la co-anime. Finalement, on voit un petit peu, alors vous ne serez pas expert ATEX au bout de la RA40 c'est sûr, mais au moins on comprend un peu mieux d'où ça vient. C'est une formation sur 2 jours, voilà. Puis il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Je ne sais pas si on est quelle heure il est, mais voilà. Ok, bah nickel. S'il y a des questions. Ah oui, d'accord. Bah, il y a quelqu'un qui vous fait passer le micro. Je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Très bien. Très bien. Bon. Bah voilà, en tout cas, n'hésitez pas si je sais pas. Je suis là aussi encore après. Vous avez vos coordonnées? Ouais, j'ai une petite carte. Parce que lorsque vous parlez de caractérisation, nous on a à peu près combien 300 matières premières? Ouais. Comment ça se passe hein? Comment ça se passe? Et ben, en Parce que- fait, une caractérisation, vous les envoyez.